Bonjour. Ah, ce petit bruit d'eau qui coule alors que tout devrait être silencieux chez soi. Ou cette tache d'humidité qui grandit sur le mur. On a tous connu ça ou on le redoute, la découverte d'une fuite d'eau. Et là, souvent, c'est un peu la panique, non? Le premier réflexe, c'est souvent d'attraper une serpillière, un seau. Mais est-ce que c'est vraiment la toute première chose à faire? C'est une excellente question. Et la réponse est probablement pas. Justement. Aujourd'hui, on va creuser une question essentielle en plomberie domestique. On s'appuie pour ça sur un article qui s'appelle Couper l'eau, essentiel contre les fuites. Et la question c'est, pourquoi on nous répète tout le temps qu'il faut absolument fermer l'arrivée d'eau générale dès qu'on suspecte une fuite? On pourrait penser que c'est juste pour arrêter le filet d'eau qu'on voit, quoi. Oui, c'est l'idée la plus évidente. Exactement. Mais notre objectif, c'est d'aller plus loin que ça. On va voir ensemble pourquoi ce geste, ce simple tour de vanne, est en fait indispensable pour plein de raisons. On va parler sécurité, bien sûr, mais aussi comment ça protège les tuyaux, comment ça aide pour les réparations, et même, un truc auquel on pense moins, le lien avec l'assurance habitation. Tout à fait. C'est un peu décortiquer les bénéfices cachés d'un geste simple. Alors, allons-y, plongeons dans les détails pour comprendre pourquoi c'est si crucial. Bon, commençons par le plus évident. Fermer le robinet principal, ça arrête l'eau qui coule là où on la voit. Fini la flaque par terre. C'est du bon sens. Mais vous disiez que l'enjeu est plus large? Oui, effectivement, stopper l'écoulement visible, bon, ça c'est l'effet immédiat, la conséquence directe. Mais techniquement, ce qui est fondamental pour toute l'installation, c'est que ça fait chuter la pression. Et pas juste localement, hein, ça réduit la pression dans tout le réseau de tuyauterie de la maison ou de l'appartement. Ah oui? Une chute de pression partout juste en fermant une vanne? Même pour une micro-fuite, genre un joint qui goutte sous l'évier. J'aurais pensé que l'effet serait plus local. Ben non, justement. C'est une réaction assez courante de penser ça. Mais il faut imaginer la plomberie comme un réseau. Tout est connecté et c'est constamment sous pression. Quand on ferme l'arrivée générale, hop, on supprime cette force, cette pression de l'eau qui pousse en permanence partout dans les tuyaux. D'accord. Et pourquoi c'est si important? Parce qu'une petite fuite, parfois, c'est juste le signe visible d'un problème plus grand. Ça peut être une faiblesse, un peu de corrosion, un défaut sur une soudure. Si on laisse la pression, cette faiblesse peut s'aggraver, ou pire, la pression peut forcer ailleurs, sur un autre point faible, et paf, une deuxième fuite peut être bien plus sérieuse. Je vois. Donc couper l'eau, c'est vraiment une mesure de précaution pour tout le système. D'accord, c'est une sorte de mise en sécurité générale des tuyaux, quoi. Pas juste colmater le problème visible. C'est exactement ça. Et puis, il y a l'aspect financier direct. Faut pas l'oublier, celui-là. Il est loin d'être négligeable, hein. Ah oui, la facture. Une fuite, même toute petite, qui coule sans arrêt, ça peut faire des mètres cubes d'eau perdue en une journée ou sur un week-end si on est absent. La facture d'eau peut vraiment exploser. On voit des cas où quelques heures de fuite coûtent des centaines d'euros, juste en eau gaspillée. Donc couper tout de suite, c'est aussi très concret pour le portefeuille. Ok, bien compris. Donc, on protégeait de l'ensemble des tuyaux en faisant chuter la pression partout, et on évite la douche froide sur la facture d'eau. Deux raisons déjà très fortes. Mais est-ce que ça aide aussi pour la réparation en elle-même? Parce qu'on peut se dire, bon, l'eau est coupée, c'est contenu, mais maintenant, il faut réparer. Est-ce que ce premier geste facilite les choses? Ah oui, énormément. Techniquement, essayer de réparer une canalisation encore sous pression, même une petite pression résiduelle, c'est soit très compliqué, soit parfois même dangereux, selon l'endroit. Ah oui, Ben oui, l'eau qui continue de sortir, même un peu, ça gêne la vue, ça empêche les produits de colmatage de bien adhérer, ça rend le démontage ou le resserrage des raccords beaucoup plus difficile. En coupant l'eau et en laissant le circuit se vider un peu, par exemple en ouvrant un robinet au point le plus bas, on se met dans les conditions idéales pour intervenir proprement et efficacement. même si on essaye de faire une petite réparation soi-même en attendant le plombier. Un truc temporaire. Surtout dans ce cas. Changer un petit joint, resserrer un écrou qui fuit un peu, mettre une bande anti-fuite, tout ça c'est beaucoup, beaucoup plus simple et plus sûr si l'eau ne pousse plus derrière. Sans pression, on peut travailler calmement. Et j'imagine que pour le professionnel, le plombier, c'est encore plus appréciable. Pour lui, c'est fondamental. Un plombier qui arrive en urgence. S'il doit commencer par chercher la vanne d'arrêt générale, qui n'est pas toujours facile à trouver, puis attendre que la pression basse, ou pire, s'il doit travailler avec les pieds dans l'eau, parce que ça continue de couler, il perd un temps fou et il travaille dans de mauvaises conditions. Oui, c'est sûr. Alors que si l'occupant a déjà coupé l'eau, le pro peut se concentrer direct sur le diagnostic précis et sur la réparation. Il gagne en efficacité,
La réparation est souvent plus rapide et donc potentiellement moins chère en main-d'œuvre aussi. Logique, C'est gagnant-gagnant en fait. ça se tient. Faciliter le boulot du réparateur, c'est dans l'intérêt de celui qui paye à la fin. Très clair. Alors, abordons un autre point, peut-être moins évident pour tout le monde, le lien avec l'assurance habitation. Vous disiez que ça pouvait avoir un impact. Tout à fait. Et c'est un point vraiment important, souvent méconnu ou sous-estimé. Le fait de couper l'eau rapidement dès qu'on voit une fuite, c'est considéré par les assureurs comme une mesure conservatoire. Mesure conservatoire, ça veut dire quoi exactement? Les assureurs vérifient vraiment si on a coupé l'eau. J'aurais cru qu'ils regardaient surtout les dégâts une fois qu'on déclare le sinistre. Ils regardent les deux en fait. L'étendue des dégâts, bien sûr, ça c'est la base de l'indemnisation, mais ils regardent aussi comment l'assuré a réagi dès la découverte du problème. Prendre des mesures conservatoires, ça montre qu'on a agi en bon père de famille. C'est l'expression consacrée, un peu vieillotte, mais toujours utilisée pour limiter l'aggravation des dommages. D'accord. Et couper l'arrivée d'eau, c'est la mesure conservatoire numéro 1 en cas de dégâts des eaux. Pourquoi? Parce que ça arrête la cause du dommage à la source, Ok. sans couper l'eau. Pendant tout le week-end, l'eau continue de couler, d'imbiber les sols, les murs, peut-être le plafond du voisin du dessous, les meubles. Aïe. Quand il appelle l'assurance le lundi, l'expert qui passe pourrait très bien dire « Attendez, une bonne partie de ces dégâts auraient pu être évités si l'eau avait été coupée dès le vendredi soir. Et ça peut compliquer l'indemnisation, genre ils remboursent moins. » Ça peut la ralentir, oui. Ou alors, ça peut mener à des discussions sur le montant exact pris en charge. L'assureur pourrait estimer que l'assureur n'est pas tout fait pour limiter les dégâts et donc une partie relève de sa négligence. À l'inverse, si vous appelez votre assurance en disant « Voilà, j'ai vu la fuite à telle heure, j'ai tout de suite coupé l'arrivée d'eau générale et j'ai déjà contacté un plombier », là vous montrez votre réactivité, votre diligence. D'accord. Vous prouvez que vous avez fait ce qu'il faut aller pour minimiser les conséquences. Et ça, généralement, les assureurs apprécient beaucoup. Ça peut vraiment fluidifier tout le processus d'indemnisation. C'est un acte de bonne gestion qui a une vraie valeur administrative et financière. C'est vraiment un super point, Mir, ça. Ce geste simple a aussi une portée quasi légale vis-à-vis de l'assurance. Très, très éclairant. Mais alors, j'ai une objection qui me vient. Une idée qu'on entend parfois. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux, justement, laisser couler un petit peu l'eau pour bien voir d'où ça vient? Pour suivre les traces d'humidité, repérer la goutte qui perle, ou même vérifier que le compteur tourne bien quand tous les robinets sont fermés. Ça paraît un peu bizarre de couper si on ne sait pas encore exactement où est le problème, non? C'est une réflexion qui se comprend, parce que oui, c'est vrai, ces signes visibles, la goutte, la trace sur le mur, le petit compteur qui tourne tout seul, ce sont des indices précieux même. Ce sont les symptômes qui nous alertent et qui nous aident à cibler la zone problématique. Les professionnels eux-mêmes, d'ailleurs, utilisent ces indices visuels comme point de départ de leur enquête. Il ne faut pas les ignorer complètement. Ah non, bien sûr que non. Observer ces signes, c'est utile pour confirmer qu'il y a bien une fuite et pour avoir une première idée de l'endroit où chercher. Mais là où l'idée devient contre-productive, c'est de penser qu'il faut maintenir la fuite active et donc laisser les dégâts s'aggraver pour pouvoir la localiser. Ah, C'est là que les méthodes des pros aujourd'hui diffèrent de cette intuition. La recommandation, elle reste unanime chez les plombiers. Coupez l'eau dès que vous suspectez ou constatez la fuite. d'accord. Pourquoi? Parce que laisser couler juste pour voir, ça aggrave les dommages inutilement, comme on l'a déjà dit, et surtout parce que les plombiers qualifiés n'ont plus besoin aujourd'hui que la fuite soit en train de couler activement pour la trouver avec précision. Ah bon? Mais comment ils font alors si tout est coupé et que ça commence peut-être même à sécher quand ils arrivent? Eh bien, ils ont tout un arsenal de techniques de détection qu'on appelle non destructives. C'est beaucoup plus sophistiqué qu'avant. L'article parle de méthode de pointe. Sans faire un cours de plomberie, on peut penser par exemple aux caméras thermiques. Elles détectent les différences de température causées par l'humidité qui reste dans les murs ou sous le sol, même après avoir coupé d'eau. Ah oui, la thermographie. Exactement. Il y a aussi des détecteurs d'humidité électroniques très sensibles, ou encore des techniques où on met une partie du réseau sous pression, mais avec de l'air ou un gaz spécial, un gaz traceur. Et après, avec des appareils d'écoute très fins, on peut repérer le petit sifflement de l'air qui s'échappe par la fuite. Impressionnant. Oui, c'est assez pointu. D'accord. Donc en gros, la technologie a rendu un peu dépassée cette idée qu'il faut absolument voir l'eau couler pour trouver d'où ça vient. C'est tout à fait ça. Ces méthodes modernes, elles permettent de localiser une fuite très précisément,
même si elle est cachée dans un mur, sous une dalle de béton, derrière une cloison, sans avoir besoin de tout casser pour chercher, et surtout sans que l'eau continue de faire des dégâts pendant cette recherche. Donc la priorité absolue, ça reste vraiment de stopper l'hémorragie, de couper l'eau. La localisation fine, ça c'est le travail du spécialiste avec ses outils, et il saura faire même si la fuite n'est plus active quand il intervient. C'est limpide. Et ça met fin à une idée reçue assez tenace, je pense. Bon alors, si on essaye de résumer un peu tout ce qu'on s'est dit. Fermer l'arrivée d'eau générale quand on a une fuite, c'est pas juste un réflexe pour pas gaspiller. C'est une action stratégique en fait, avec plein d'effets bénéfiques. Ça fait baisser la pression pour protéger tout le réseau de plomberie. Ça limite les dégâts matériels et la mauvaise surprise sur la facture d'eau. Ça prépare le terrain pour une réparation efficace et rapide par un pro. Et en plus, ça montre qu'on est responsable vis-à-vis de son assurance, ce qui peut faciliter la prise en charge. Finalement, c'est un petit geste, mais c'est un puissant levier de contrôle face à un imprévu. C'est exactement ça. Et si on prend un peu de recul, on voit que ce geste simple, il fait partie d'une approche plus large, une gestion plus active des pépins domestiques. Face à une fuite, en gros, on a le choix. Soit on subit, on regarde passivement les dégâts s'étendre, le stress monter, soit on agit tout de suite pour reprendre un peu la main sur la situation. Oui. Couper l'eau, c'est vraiment le premier acte de cette reprise de contrôle. C'est passer d'une posture passive, où on est victime de l'événement, à une posture active, où on cherche à minimiser toutes les conséquences négatives. Le stress, les coûts, les dommages matériels. C'est un changement d'état d'esprit, en fait. C'est une bonne façon de voir les choses. Et tout ça, ça nous amène peut-être à une réflexion pour aller un peu plus loin. On a vu que les pros ont des techniques sophistiquées pour trouver les fuites, même celles qui sont cachées, même quand l'eau est coupée. Puisque ces outils existent et qu'ils peuvent nous renseigner sur l'état réel de nos tuyaux, peut-être que la prochaine étape pour nous, simples occupants, ce serait de s'intéresser un peu plus à ce que ces techniques peuvent nous apprendre. C'est-à-dire, Non pas pour se prendre pour des plombiers, bien sûr, hein, leur savoir-faire est irremplaçable, mais plutôt pour mieux comprendre les faiblesses potentielles de nos propres installations. Savoir qu'une caméra thermique ou qu'un test de mise en pression peut détecter une zone fragile avant même qu'elle ne devienne une fuite visible. Est-ce que ça ne pourrait pas nous encourager à une maintenance plus préventive ou au moins à mieux discuter avec les professionnels de la santé de notre réseau? Qu'est-ce que ces technologies nous disent sur les signes avant-coureurs, ces tout petits signes que nous, on ne voit pas, mais que ces outils peuvent révéler? Voilà, c'était une piste à creuser pour l'avenir, une réflexion à méditer.